Jacob Kamwanga, bonjour. Bonjour Jean-Jacques B. Alors nous nous retrouvons toujours dans ce projet des bibliothèques vivantes, qui est le projet que tu portes, que vraiment c'est très intéressant de revenir sur qu'est-ce que c'est les bibliothèques vivantes. Les bibliothèques vivantes, c'est une émission au cours de laquelle un aîné, une personne qui a vécu divers moments, aussi bien de bons moments que de moments difficiles, vient nous raconter son parcours dans le but de partager ses expériences, son vécu, son parcours avec la jeunesse et les générations futures, les générations à venir. Donc, après Paul Bonga Bonga, qui a été notre premier invité, qui va être un de notre invité aujourd'hui? Je me suis fait le plaisir d'inviter une grande personne, une grande personnalité, un grand homme qui s'appelle Félicien Mushinda Chamboyi Kazadi. Tatu Chamboyi Weto. Wetu, Tatu Bidouaï. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette série d'émissions qui s'appelle Les bibliothèques vivantes. Alors, je rappelle donc que les bibliothèques vivantes ont pour objet de laisser la parole à nos aînés de la communauté congolaise ici en Belgique, qui vont nous parler d'eux afin de pouvoir faire en sorte que les générations suivantes puissent s'en inspirer. Alors, pour commencer, Papa Chamboyi, où est né Papa Chamboyi? Eh bien, non. Papa Chamboyi Kazadi Mushinda est né au Kasaï, dans la région de l'actuel Kasaï oriental, qu'on appelle Bibang. Bibang, c'était une mission importante de l'APSM, des missionnaires protestants d'origine américaine. C'est là où je suis né. Et mon père était un des travailleurs dans l'enseignement dans cette institution-là. Donc, pour continuer, lui, il est décédé quand j'avais 6 ans. Donc, on a dû quitter Bibang pour aller dans mon village natal qui s'appelle le village de Bena Kaseki Bena Salang. C'est là mon village natal. Et nous étions 8 enfants. Et ces 8 enfants, le plus âgé au moment où le père est décédé, il avait 19 ans. Alors c'est lui qui a pris la charge d'essayer de supporter la famille. Il s'est débrouillé sans qu'on sache comment il a pu le faire pour se rendre au Katanga, à Lubumbashi. Et là, il a commencé des études pour devenir un clerc. À l'époque, les personnes qui avaient fait 4 années après les humanités, après l'enseignement secondaire, c'était des clercs. Il a fait ce travail-là. Quelques 2 ou 3 années plus tard, il a fait venir tous ses frères et sœurs à Lubumbashi. C'est comme ça que mon parcours a quitté le Kasaï jusqu'à Lubumbashi. Et comme nous étions des protestants, il fallait faire des études dans une école protestante. Mais l'école protestante s'est trouvée à peu près 3, 4, 5 kilomètres de là où on habitait, parce que c'était dans la commune de Katouba. Donc à l'époque où je parle là, il n'y avait que 3 Katouba. Katouba 1er, Katouba 2, Katouba 3. Et nous étions à Katouba 1er. Et de là, il fallait marcher jusqu'à l'école. Et ça faisait quand même une distance très longue, qui faisait que pour aller et revenir, et
subir la discipline parce qu'à l'école, il fallait venir avec le pied propre. Donc, s'ils étaient un peu poussiéreux, on avait une sanction. Alors, on se demandait comment on pouvait quitter à pied Katouba jusque-là sans salir un peu ses pieds. Mais c'était un problème. Bref, ça, c'est un détail. Mais par la suite, on s'est dit que un changement est intervenu au niveau de la Belgique. Ils ont créé ce qu'on appelle les écoles laïques. Après l'école laïque, il fallait trouver notre institution pour l'enseignement supérieur. C'est à cette époque-là, l'école laïque n'avait que l'école primaire. Donc il fallait trouver une autre école pour pouvoir faire l'enseignement secondaire. Là, il y avait un problème. Les protestants en avaient une, mais pas à Lubumbashi. Il fallait quitter Lubumbashi pour aller dans des régions où ils avaient des enseignements secondaires. Les catholiques en avaient, mais moi, j'étais pas catholique, j'étais protestant. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais en dehors de Lubumbashi pour aller essayer de suivre les cours, ou bien je vais chez les catholiques? Moi, j'ai dit, on va essayer chez les catholiques. Mais il y avait un problème. Vont-ils m'accepter, étant protestant, non baptisé chez eux, pour faire des études là-bas? À l'époque, c'était vraiment difficile de pouvoir être accepté là. Alors, moi, j'ai tenté la chance, on a négocié. Ils ont dit qu'on va vous accepter avec un essai de 3 mois. Mais vous devez faire tout ce que les catholiques font. Aller à la messe, faire tout ça, comme si vous étiez... Parce que on ne peut pas voir quelqu'un qui soit singularisé. Vous essayez. Si au bout de 3 mois, ça marche, vous pouvez continuer. J'ai respecté ça, j'ai fait. Au bout de 3 mois, ils ont dit, vous pouvez continuer. Mais on va voir si vous allez terminer parce que notre niveau est supérieur à tout ce que vous avez fait comme enseignement primaire. Et on m'a dit, mais non, donnez-moi la chance. Et ils m'ont donné la chance. Et 6 ans plus tard, j'avais fini enseignement secondaire. Et en même temps, nous étions la première promotion de l'enseignement moderne. Parce qu'avant, c'était l'école de commerce, il y avait l'école moyenne, etc. Mais nous étions les premiers à pouvoir faire les humanités. Et moi, j'avais choisi la section scientifique, parce que je m'intéressais beaucoup aux sciences. Et en 1964, nous étions 12 à terminer. Wow. Donc, 10%. Oui, 12 seulement ont réussi 10%. À terminer l'enseignement secondaire là, en 6 ans. Et j'étais du nombre. Alors, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a eu un appel aux bourses d'études. On a dit, bon, les élèves qui ont bien travaillé, qui ont bien réussi, qui souhaitent aller faire des études en Europe, peuvent participer à un concours pour, s'ils réussissent, ils peuvent partir en Europe. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai participé à ces concours-là et par bonheur, j'ai réussi et je devais partir. Mais j'avais beaucoup de réticence à partir parce que je tenais beaucoup à rester au Congo, étant donné que j'étais un élève marié précocement. Je n'avais pas envie de faire des aventures pour aller ailleurs. Je disais que j'avais déjà une activité importante parce que tout en étudiant, je faisais le travail d'horloger. Donc je réparais des montres et j'étais associé à un Grec qui m'appréciait énormément. Il dit, toi, tu dois travailler avec moi, ton avenir est ici. Les études là, ça t'amènera nulle part parce que le travail là, tu es engagé, tu peux continuer à travailler. Donc j'ai travaillé la nuit, j'ai étudié le jour. Et j'ai fait ça avec lui. Quand je lui ai dit que non, j'ai réussi et je pars, il dit non, tu fais une bêtise, reste. Non. Il défendait ses intérêts. Et finalement, je suis parti et arrivé ici en Belgique le 9 septembre 1964.
Donc, nous passons alors de Papa Chambouy, depuis ses origines lointaines dans le Kasaï profond. Je rappelle que le Kasaï, c'est la République démocratique du Congo. Et en 1964, Papa Chambouy débarque en Belgique. Je suppose à Bruxelles. À Bruxelles, oui, oui. C'était en fait une bourse accordée par ce qu'on appelait à l'époque l'OCDE, Office de coopération au développement. Donc, ils accordaient des bourses d'études pour que les Congolais qui venaient d'avoir leur indépendance puissent avoir... Il y a 64, ça faisait 4 ans que le Congo était indépendant. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Donc, nous étions dépendants de l'Office de coopération au développement, OCDE. Alors, ils sont logés à Anvers. Mais dès l'arrivée à l'aéroport, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose de tout à fait anormal. Parce qu'on nous a mis dans un bus pour nous conduire à Anvers. Et celui qui conduisait le bus, c'était un blanc. Moi, j'ai dit, mais comment ça? Nous sommes assis et c'est le blanc qui conduit l'autobus. Où sommes-nous là? Un blanc ne peut pas travailler pour des gens noirs qui sont assis alors. C'était déjà un premier choc de constater que tiens, donc c'est que nous avions comme image chez nous ne reflétait pas tout à fait la réalité parce que ces gens peuvent aussi travailler comme ouvriers, comme conducteurs, etc. Donc nous sommes allés jusqu'à Anvers où nous sommes restés quelques temps et après il a fallu trouver des universités pour s'inscrire. Mais Papa Chambouy, avant d'arriver aux universités, il y a quand même un petit passage historique qui m'intéresse. Oui. Avant d'arriver en Belgique, cette période de l'indépendance à 1964. Oui. Il y a des troubles. Oui. Comment vous les avez vécus? Oui, ça c'est un moment difficile de la vie parce que il y a eu ces troubles étaient liés au fait que le Katanga s'était programmé État indépendant du Katanga. Et comme le gouvernement central a voulu mater cette rébellion-là, ils ont fait appel à l'ONU. Et l'ONU est venue pour pouvoir essayer de mettre fin à ça. Mais ils ont démarré la première phase dramatique de la situation des Kasaïens dans ce pays. C'est-à-dire, ils ont demandé aux Kasaïens de quitter le Katanga pour retourner au Kasaï. Et ma famille a été complètement impliquée dans ça parce qu'on a été interné dans un camp de réfugiés qui était tout près du chemin de fer. Ceux qui connaissent la ville de Lubumbashi peuvent se localiser. Donc, ils ont un tout grand camp de réfugiés et on était des milliers de personnes dans ce camp, protégés par l'ONU, mais on a assisté à des scènes terribles, des gens qui ont été tués. J'ai vu moi-même des cadavres de personnes qui ont été brûlées, mangées par des chiens. Et ma sœur a eu le malheur de mettre au monde un enfant. Et l'enfant est décédé. Il fallait le conduire à la mort. J'ai été parmi les personnes qui étaient chargées de faire cette démarche-là. Malheureusement, il n'y avait même pas de place à la mort. Il fallait enjamber des cadavres pour pouvoir mettre l'enfant là où on pouvait le mettre et le laisser là sans savoir quelle était la suite. Donc, c'était une période très, très difficile qui fait que on en a gardé un souvenir vraiment très, très douloureux. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que c'est une bêtise humaine qui a fait qu'on a opposé les Katangais et les Kasaïens pour dire que quand eux partent, le Katanga va connaître le bonheur. C'était une vision des gens qui avaient en tête, en fait, l'idée de commencer déjà à démembrer le Congo parce qu'ils considéraient que si on commence par diviser,
bon, on va régner. Les acteurs principaux, Oui. c'était le gouvernement katangais, sous la direction de Moïse Tshombe, avec comme ministre de l'Intérieur, monsieur Godefroy Munongo. Donc Godefroy Munongo, c'est un nom qui va revenir dans la suite de notre entretien. Oui. Mais revenons à ce bus qui vous prend à Bruxelles et qui vous emmène à Anvers. Et là, vous êtes en quête d'une université. Oui. Quelle est la suite à ce niveau-là? Ah oui, donc la suite, moi je voulais faire des études scientifiques ou des études de polytechnique. Alors, arrivé en septembre, c'était très difficile de faire le concours parce que pour entrer en polytechnique, il fallait un examen d'admission. Admission, oui. Ils avaient déjà fait pour la première session, c'était fini. Deuxième session, c'était trop tard pour s'inscrire. Conséquence, je me suis dit, je vais prendre des études scientifiques et peut-être plus tard revenir, mais quand j'ai pris alors les sciences physiques. Donc je me suis inscrit à l'ULB. Et je connaissais pas l'ULB du Congo, hein, parce que je savais qu'en Belgique, il y avait l'université de Mons, non, le vin. Le vin était connu, mais Bruxelles, je connaissais pas. On n'en parlait pas beaucoup. Mais alors, comme j'étais en Bruxelles, parce que d'Anvers, on est resté 2 ou 3 semaines, et puis on nous a dit, cherchez quelque part une université. Et comme j'ai pu trouver à Bruxelles, c'est comme ça que je me suis établi à Bruxelles. Donc j'étais... Mais juste une petite curiosité. Oui. Comment ça se passe exactement? Parce qu'il n'y a pas de téléphone portable à ce moment-là, il n'y a pas d'Internet. Comment est-ce qu'on est à Anvers et on trouve une université à Bruxelles? Mais là, nous étions guidés un peu par les gens de l'OCDE. D'accord. Oui. Donc, ils disaient, voilà les universités, il y en a là-bas, voilà la matière, voilà les exigences. Et ils nous aidaient à pouvoir accéder à ces universités-là, et selon le choix qu'on avait fait pour faire des études. Donc la demande s'est faite par écrit alors, par courrier, courrier postal. Par courrier, oui, il fallait écrire, il fallait faire une demande. Et puis se présenter et voir si le dossier peut être accepté ou pas. Et donc, vous devenez physicien? Ah oui, je suis devenu physicien, sorti de l'ULB. Et c'était pas évident. Oui, voilà. Est-ce que comment ça se passait? Moi, j'ai fait les humanités, comme j'ai dit là, moderne scientifique à Lubumbashi. Nous avons eu la chance d'avoir des professeurs de physique, des professeurs de français, des professeurs de mathématiques de très bon niveau, tous des blancs. Mais une petite parenthèse, c'est que à un moment donné, il y a eu un certain Cambele, non, je crois que c'était Bruno Cambele, un noir, qui se présente pour remplacer un professeur blanc qui avait décidé de partir. Toute la classe avait dit comment est-ce possible qu'un noir puisse venir nous apprendre les mathématiques. Ça, c'est une perte. On a boudé ce monsieur. Mais comme on ne pouvait pas faire autrement. Mais vous y compris. Ah oui. Oui, parce qu'un noir venu nous enseigner les mathématiques, c'était pas, on peut pas concevoir ça, hein. Inconcevable. Alors, on a dit, bon, on accepte, puisqu'on l'impose, on va l'accepter. Il a commencé à donner cours. Mais au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'il en savait beaucoup plus que tout ce que nous avions eu comme prof avant. On s'est dit, mais quel préjugé nous avons fait. On s'est reproché ça pour dire que voilà, nous étions vraiment dans une situation de conditionnement qui font que vous rejetez ce que vous ne connaissez pas. Ouais. Et ça, c'est une parenthèse que je voulais ajouter parce que ce monsieur, par la suite, il est devenu même responsable de la GECAMINE à Lubumbashi et tout ça. Il était notre professeur de mathématiques, tout petit, tout simple, mais bourré de choses dans la tête. Mais donc, là, c'était une petite parenthèse par rapport de nouveau au... Et donc, nous sommes à l'ULB. Mais donc, à l'ULB, et là, à l'ULB, je me rappelle que on a perdu une année.
Pourquoi a-t-on perdu une année? Parce que ils avaient des étudiants venant de différents pays qui étaient choisis pour la coopération développement. Or, ces pays envoyaient des étudiants de différents niveaux. Nous, on s'est retrouvés en Belgique et on avait quand même un niveau relativement élevé, mais théorique, pas pratique, parce qu'on ne faisait pas d'expérience, etc. Donc, moi, j'étais victime de ça parce que je suis arrivé à l'ULB, je devais faire le laboratoire de physique. Non, c'était de chimie à ce moment-là. Alors, quand on entre au laboratoire, on raconte des histoires, tout ça, etc. Et puis, chacun est à sa place pour pouvoir faire les expériences prévues. Moi, je suis là, je regarde la feuille, je lis une phrase, c'était marqué « T'arrêtes un bécher ». Je dis « Ok, t'arrêtes un bécher ». C'est quoi ça? Oui. Taré, c'est quoi? Bécher, c'est quoi? Je suis resté en train de regarder. Et les assistants qui me disent, mais qu'est-ce que... Je voyais les autres activer, faire des trucs. J'essaie de regarder, j'ai jeté un coup d'œil, discrètement, mais tout ça, j'étais perdu. Alors, au bout d'un certain temps, les gens qui devaient faire le rapport sur nous ont transmis à l'OCDE, donc l'organisation qui donnait des bourses d'études, que Monsieur Kazadi, il est perdu au laboratoire. ça ne sort pas. Pas seulement moi, d'autres aussi. Mais en sciences, on était 3. On n'était que 3 noirs. Il n'y en avait pas plus. Donc, ils ont fait ces rapports-là. Alors, l'OCDE a dit, dans ces conditions, on doit faire des cours de rattrapage pour vous permettre d'avoir les niveaux. Et les 3 noirs étaient tous d'origine congolaise ou d'origine différente? Congolaise. Congolaise, oui. Alors, ils ont fait... ils nous ont obligés. Vous pouvez continuer si vous voulez. Vous avez le choix entre continuer. Et si vous échouez, vous n'avez plus de bourse. Ou bien vous acceptez de suivre les cours de rattrapage. Et vous perdez une année, bien sûr. Mais vous pouvez alors, si jamais ça ne marche pas, vous pouvez continuer à bénéficier d'une bourse. Donc, c'est ça que je dis, on a perdu une année pour rien. Parce que même en faisant ça, je n'ai pas réussi. Parce que mon problème n'était pas résolu par ce cours de rattrapage. Mais je me suis permis de me mettre en route, de consulter un peu les autres, parce qu'on a commencé un peu à s'organiser comme étudiants de sciences et se passer des informations, et même créer un petit cercle d'étudiants congolais en sciences. Et avoir aussi des contacts avec d'autres universités. Donc déjà, une petite organisation associative était en train de naître pour qu'on puisse savoir, nous avons des problèmes ici, mais ailleurs aussi ils ont des problèmes. Si nous nous mettons ensemble, nous communiquons, nous pouvons alors essayer de résoudre ensemble nos différents problèmes. Et c'est comme ça que génère déjà l'idée de l'entrée dans l'associatif. D'où le dicton « Kwa bend, Kul kwa muchi », qui veut dire? C'est-à-dire que quand on est chez autrui, quand on n'est pas chez soi, c'est comme si on était monté sur un arbre. Le risque de tomber sont grands. Quand on tombe, on se fera mal. Donc, il vaut mieux être sûr qu'on n'est pas sur le Kul kwa muchi, c'est-à-dire pas très haut, mais qu'on est au sol, on est en sécurité. Alors, il y a toute cette période de l'ULB, donc, j'imagine qu'elle se conclut. Il y a un bel épilogue. Oui, parce que j'ai terminé ma licence en sciences physiques, et là où je faisais ma mémoire, ils ont dit que tu n'es pas intéressé par un poste pour travailler ici. J'ai dit, non, moi je suis venu ici pour rentrer chez moi. J'ai fini. J'ai déjà envoyé mes livres, tout ça. Je rentre et je suis engagé à la GECAMINE. Donc, en venant ici, vous aviez cette idée de terminer vos études et de rentrer immédiatement. Ah, oui. Pas de rester. Pas un jour de plus. Dès que j'ai fini, j'avais envoyé des malles de livres, toute la documentation était envoyée à Lubumbashi
parce que j'avais une grande famille là-bas, ils ont entreposé des choses. J'attendais que la fin de toutes les formalités pour pouvoir, parce qu'il y avait le processus d'engagement était déjà entamé au niveau de la GECAMIN. J'avais déjà des réponses, on attendait. Et on est à peu près à quelle année à ce moment-là? C'est en 1971. Ok. Ouais. Et parmi vous, il n'y avait pas d'étudiants qui avaient cette envie de rester, en se disant, mais on a fini non. nos études. Non, pas du tout. Non. Tout le monde voulait rentrer. Oui. Il y avait un pays à reconstruire. Oui. On était là pour apprendre et transmettre. Oui. Donc c'était comme nous étions des missionnaires. Et ils sont venus chez nous en tant que missionnaires. Ils retourner là en tant que nous avons une mission. Oui. C'est le développement de notre Congo. Pays. Oui. Et donc l'idée de rester ici était. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un de nos amis qui, au bout d'une année, dit: moi, vivre ici, non. Je rentre, je laisse tomber la bourse. Je rentre chez moi. Et il est rentré. Alors, ce premier poste, il est lié à la physique? Ici, en Belgique. Oui. Oui, c'était dans la faculté des sciences appliquées. Donc, j'étais assistant à l'Université libre de Bruxelles pour la physique. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'étais maintenant capable de suivre les travaux pratiques des étudiants. Là, on me disait perdu. Oui. C'est moi qui... Vous devenez le correcteur. Oui. Donc, c'était une revanche incroyable. Parce que absolument. C'était un problème simplement d'apprendre, de savoir. Mais c'est pas perdu parce qu'il était incapable. Non, parce qu'il n'a pas eu la possibilité de s'informer, de se renseigner. Donc, moi, j'ai trouvé ça comme une revanche parce que j'étais humilié à l'époque. Et quand les gens, même pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré dans une fête de fin d'études justement à l'ULB ici, des jeunes, quelqu'un qui dit: mais Monsieur Casal, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Mais comment ça vous me connaissez? Et vous étiez mon assistant à l'ULB, un noir. Hein? Oui. Donc vous êtes devenu un doyen de l'ULB. Je suis parmi du côté de sciences appliquées ou de sciences tout court, nous étions que 3. Le tout premier, nous étions 3. Il y avait le Humo, il y avait Maquies et moi, qui avons terminé les études là-bas. Comment s'est faite votre intégration ici en Belgique? À vous entendre parler, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Est-ce que vous avez eu, à un moment donné ou à des moments donnés, des obstacles? Vous avez connu des obstacles, de problèmes de racisme, de discrimination, parce que vous êtes d'origine congolaise. Si oui, comment cela s'est passé? Comment vous avez pu surmonter cela? Et comment vous avez pu, en tout cas, terminer vos études? Oui, mais donc ici, je dois d'abord parler un peu du contact, de la découverte du monde occidental qu'on ne connaissait pas à partir de chez nous. C'était un choc. Parce que chez nous, le blanc, c'est comme un dieu. C'était comme un dieu. Oui. Il n'avait pas de défauts, il n'avait que des qualités. Il ne pouvait pas être idiot, il ne pouvait être qu'intelligent, etc. Et arrivé ici, on a commencé à démystifier ça. Le premier choc, c'est d'abord le chauffeur qui est blanc, qui vous conduit à Anvers. Oui, le deuxième choc, c'est que moi, je vais faire mes courses. Parce que j'étais logé, quand j'étais encore tout seul ici, avant que ma femme ne me rejoigne, j'étais dans une chambre chez un policier, ici à Ixelles, avenue de Saison. Et c'est là où j'ai fait une première année. Et là, j'étais très bien reçu par la personne qui me logeait avec sa famille. Il y avait le monsieur, sa femme et leur fille. Alors, il y avait un magasin qui s'appelait Prix Bas. Je pense que certains le connaissent. Et c'était une alimentation avec tout, on pouvait tout acheter là-bas.
je vais faire mes courses là-bas. Je retourne à la maison. Malheureusement, j'avais oublié mes clés. Alors je me suis dit, je vais laisser mon sac là, je vais aller dans une cabine téléphonique pour signaler. Et je suis allé à la cabine téléphonique et j'ai appelé le propriétaire pour dire que j'avais un problème de clés. Et je suis retourné à la maison et je n'ai pas retrouvé mon sac. Alors, t'es disparu. Alors, j'ai dit, quand le propriétaire m'a rencontré, il dit, moi, j'avais laissé mon sac ici, vous ne l'avez pas vu. Il dit, vous avez laissé le sac là-bas? Il dit, oui. Mais pourquoi vous avez fait une telle bêtise? Il dit, comment une bêtise? Ici, nous sommes en Europe, les gens ne peuvent pas voler. J'avais confiance que ici, ce sont des gens, comme ça, des gens honnêtes et tout ça. Comment ça, je ne pouvais pas penser qu'on peut... Mais vous êtes naïf, monsieur. Mais j'étais mal à l'aise. Mais comment est-ce possible que... Alors, deuxièmement, nous allons en France, aussi organisé par l'OCD pour qu'on visite un peu. Alors là, le choc que j'ai eu, c'est trouver un blanc par terre en train de dormir. Un sans-abri. Moi, je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais on les appelle des clochards. Mais c'est quoi ça, un clochard? Un blanc comme ça qui n'a pas ils n'ont pas de logis. Alors, moi, je dis, mais donc, est-ce que ces blancs ici et ceux que je connaissais, c'est le même ou bien c'est d'autres espèces? Il y a plusieurs espèces. De blancs. Alors, par la suite, l'intégration était difficile parce que il y en a qui étaient curieux de savoir ce que c'est qu'un noir. Il y en a qui étaient hostiles aux noirs parce que pour eux, ce sont des gens qui sont de notre classe, donc des esclaves, etc. Donc cette image-là n'était pas détachée. Mais il y avait à côté de ça des personnes qui voulaient absolument savoir quels sont ces noirs-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire, pourquoi sont-ils là, et doit-on avoir peur d'eux ou pas? Par rapport à ces questions d'intégration, oui. De racisme, vous avez plutôt pris ça dans le sens de la lutte. Oui. D'abord, savoir ce qu'on est soi-même. Oui. Mais donc, moi, j'étais un peu favorisé par l'expérience du Congo. J'étais au Kasaï, je suis arrivé à Lubumbashi. Il y avait des changements. Donc, la vision qu'ont les personnes qui vivent à Lubumbashi par rapport à ceux qui viennent de Kasaï, c'est pas la même chose. Il faut s'adapter. Voilà. Donc, j'ai dû faire cette première adaptation. Et puis, il y a la langue. La langue. Alors, j'étais donc un peu préparé pour faire face à d'autres changements. Mais donc, ça veut dire que j'étais capable de gérer d'une manière beaucoup plus profitable les relations que je peux avoir avec les gens d'ici. On vous connaît plutôt dans le monde associatif, mais ce côté scientifique, l'homme des sciences, sur quoi voulait parler votre doctorat? Donc, moi, Et vous l'avez fait dans quelle langue? En néerlandais ou en anglais? Donc, j'ai commencé à l'ULB, en français. Oui. Donc, c'était dans le domaine de traitement à haute température de ce qu'on appelle l'émission thermo-ionique. C'est-à-dire que si vous chauffez un corps, à partir d'une certaine température, il va émettre des électrons. Ces électrons-là, on peut en faire tout ce qu'on veut. Mais ces émissions-là peuvent être organisées d'une manière différente, selon le type de cristal auquel vous avez affaire. Si c'est un cristal, parce que vous savez bien que les solides sont représentés sous forme de cristaux. Comme le liquide, ce ne sont pas des cristaux. Les solides sont des cristaux. Mais ces cristaux-là peuvent appartenir à différents réseaux. Il y a des cubiques, il y a des rhomboédriques, comme notre atomium ici. L'atomium ici, c'est un symbole. C'est un symbole. C'est un atome de fer qui est sous forme de cube avec un atome au centre.
Donc, mais on ne voit pas le cube d'une manière aussi simple, mais quand on le tourne, on met sur la facette, on voit bien c'est simplement un cube. Okay. Donc, c'est cette étude-là qui permet de dire, selon le type de facette auquel vous avez affaire, vous émettez plus ou moins d'électrons. Et vous faites ça en fonction de la température. C'est ça que j'essaie d'étudier là. J'ai publié des résultats de ces recherches-là pour le platine. Et puis, avec le UZ, c'était à leur cyclotron de jet. Ici, à jet, il y a un cyclotron. Je ne sais pas si vous connaissez l'emplacement. Ils font aussi pour la médecine, mais aussi pour la recherche. Et moi, j'étais du côté de la recherche à ce cyclotron-là pour avoir les effets de bombardement de particules à haute énergie sur l'aluminium. Très bien. Là, nous sommes entrés dans un domaine des sciences qui, moi, me parle vraiment. Mais nous connaissons aussi Papa Chambouy dans l'associatif. Et vous avez commencé à donner déjà des pistes à l'ULB. Il fallait se regrouper entre étudiants. L'union fait la force. La devise d'un pays dans lequel nous sommes. Tout à fait. Même chez nous, on dit comme Bouigni, Boupita, Boulobo. C'est-à-dire que si vous êtes nombreux, c'est plus puissant qu'être tout seul, mais vaillant. Un vaillant tout seul, il est faible. Mais de faibles, ensemble, ils sont plus forts. Voilà. Et donc, ce cheminement, donc, depuis le moment où vous faites le constat que, seul, vous n'allez pas loin, comment ça se passe pour que nous vous connaissions aujourd'hui, Papa Chambouy, au sein de la journée Kasaïan, par exemple, du souvenir. Comment ça a progressé, le scientifique et puis l'homme au milieu de la société? Depuis toujours, j'ai chaque fois eu tendance à pouvoir aider les autres, être avec les autres. Même déjà au Congo, à Lubumbashi, j'ai fait partie d'une association qu'on appelle l'école des cadres. Il avait comme but de visiter les pauvres et d'intervenir pour pouvoir aider ceux qui étaient le plus faibles. Et puis j'ai fait aussi ce qu'on appelait la Société de Saint-Vincent de Paul. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. C'est aussi ça. Donc moi, normalement, c'était des catholiques qui faisaient ça. Moi, je dis, je ne suis pas catholique, mais je suis un être humain. J'entre dedans. Et je fais ça, et c'est ce qui m'a permis d'avoir des relations tout à fait spéciales, puisqu'on visitait les gens sur place. Et quand j'ai quitté Lubumbashi, j'ai gardé de très, très bonnes relations avec les responsables de ça. Arrivé ici en Belgique, il y avait un congrès organisé en Irlande sur la Société de Saint-Vincent de Paul. Alors, ceux qui étaient au Congo avaient déjà signalé à leurs responsables en Belgique, disant qu'il y a M. Kazadi, qui était un des nôtres ici, est-ce qu'il ne peut pas participer à ce congrès? Il y a un événement important qui s'est déroulé ici, parce que ça m'a tellement marqué que j'ai même la date du moment où ça s'est passé. C'était en 1970, le 6 décembre. C'est à ce moment-là qu'un de nôtres, qui était en 3e année de doctorat en droit, je crois que le doctorat en droit, est décédé. Premier choc, parce qu'il n'y avait jamais eu de décès en Belgique. Parmi nous, ce sont tous des jeunes, on ne pouvait pas s'attendre à ce que quelqu'un décède. Or, ce monsieur, qui s'appelait Ngoï Sylvestre, était marié, il avait 4 enfants, et il décède. Comme à l'époque, personne ne pouvait s'imaginer se faire enterrer en Belgique. C'est-à-dire qu'on vous enterre dans la brousse. Ça ne va pas. Alors, il fallait faire en sorte que son corps tourne au Congo.
on a dit on va s'adresser à l'ambassade du Congo pour obtenir la prise en charge de ça. L'ambassade du Congo dit nous n'avons pas beaucoup de moyens. En plus de ça, vous êtes ici avec une bourse d'études de l'OCDE. Et nous sommes dans les années 70. Oui. Déjà, l'ambassade n'avait pas les moyens. Elle n'avait pas de moyens. Ils ont dit, on peut faire un petit geste, mais nous ne pouvons pas prendre ça en charge. On s'est dit, nous pouvons faire une collecte pour apporter ne fût-ce qu'un petit quelque chose pour notre compatriote qui est mort. Alors, les autres et moi, nous avons commencé à contacter les étudiants congolais de Belgique pour pouvoir leur demander de contribuer. Nous avons réussi à faire une contribution. C'est là où est partie l'idée de dire, mais est-ce qu'on va le faire à chaque décès ou bien est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour faire en sorte que nous puissions faire face à ce genre d'événements quand ils se produisent. Oui. Et c'est à ce moment-là que plus tard, en ayant fait passer le temps, il y a eu la création d'une association qui s'appelle Association Kasaïenne d'entraide mutuelle, en cycle AKEM. Nous avons déjà évoqué la première crise au Katanga, avec le refoulement des Kasaïens. Oui. Vient une seconde vague. Oui. Et vous êtes dans l'associatif. Comment ça se passe? La deuxième vague a trouvé déjà une situation un peu plus organisée parce que nous étions en Belgique, les autres étaient au Congo, et nous avions des contacts réguliers avec ceux qui étaient restés au Congo. Nous étions parfois mieux informés par rapport à ce qui s'est passé sur place que ceux qui étaient là. Donc on s'est dit, est-ce que on contribue avec qui et comment? Alors, or ici, il y avait déjà un monde associatif de l'association Kasaïenne qui existait. Parmi ces associations, j'ai cité AKEM, mais à côté d'AKEM, il s'est créé une autre association qu'on appelle ARCOC, qui était plus spécifiquement pour le Kasaï occidental. À côté de ça, il y avait d'autres associations comme Sangalai. Donc, ce sont ces associations-là qui ont fait en sorte que, en se mettant d'accord, on crée une structure qui puisse permettre de s'occuper de ce qui se passe ici et de ce qui se passe chez nous. Donc, la deuxième vague de refoulement a trouvé ce tissu associatif déjà capable de s'organiser pour faire en sorte qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé et qu'on puisse aussi sensibiliser le monde d'ici sur le sort des Kasaïens chez nous. Moi, j'étais le premier président de Sangalai et puis ça a cheminé jusqu'à ce qu'en Belgique, on a commencé à créer des fédérations. Alors, la première fédération importante qui a été créée en Belgique, il s'appelle le CCAEB, Conseil des communautés africaines en Belgique et en Europe. Il a totalisé à un moment donné plus de 100 associations membres. Alors, au moment où j'ai quitté Sangalai, les gens m'ont demandé de diriger cette fédération. Donc, un des premiers présidents de cette fédération, comme c'était au niveau africain, c'était Kandiaï. L'actuel échevin XLOA. Oui. C'est lui qui était le premier président qu'on a choisi pour démarrer le CCAEB. Je suis devenu le deuxième président du Conseil des communautés africaines, donc CCAEB, qui était d'ailleurs bilingue, parce qu'il avait sa partie néerlandophone aussi. Et donc, on a pu avoir des subventions de la VIC et d'autres organismes ici, mais on a été beaucoup plus loin encore, parce qu'on a pu être reconnu par
l'État belge comme une association, comme une ONG de développement. On a donc organisé des cours de langue. Et ça, c'est aussi notre association qu'on a créée, qui s'appelait Lugha za Afrika, les langues d'Afrique. Lugha za Afrika en Kiswahili, ça veut dire langue d'Afrique. Donc, on a enseigné les Chiluba, les 4 langues nationales congolaises. Et Donc, je rappelle Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala. Lingala. Il était au programme. On a les Kinyarwanda, les Kirundi, les Yoruba, les Wolof, mais donc on a fait ça, et comme c'était au niveau de Lugha za Afrique, c'est pour toute l'Afrique. Hein. Donc on n'a pas dit, bon, il n'y a pas que le Congo, non, on a fait ça d'une manière telle que au sein de cette Lugha za Afrique, il y avait des membres issus de différentes parties de l'Afrique. Mais pour revenir à cette période du deuxième refoulement au Shabbat, parce que c'était le Shabbat à cette époque-là, comment vous le vivez ici? Oui, ici, on était quand même choqués parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça recommence. On pensait que le fait d'avoir maté la rébellion katangaise avait mis fin à tous ces problèmes de tribaux qui étaient entre les uns et les autres et qu'on s'est expliqué et que les gens avaient pu comprendre. Non, c'était pas le cas. Donc ça a démarré avec Kyungu Okumwanza, qui a été gouverneur du Katanga. Et qui a Ngunz Kariband, ancien premier ministre congolais et ministre des Affaires étrangères. Et tout ça sur base de quoi? De l'élection de Tshisekedi Etienne comme Premier ministre. Les gens n'ont pas accepté ça. Ils ont dit que, OK, un Moulouba qui devient Premier ministre, nous n'en voulons pas. Alors qu'il soit le Premier ministre de tout le Congo, sauf le Katanga. Et donc, les siens qui sont au Katanga doivent rentrer chez eux. Et c'est comme ça que ça a démarré d'une manière encore beaucoup plus brutale, parce que là, le camp était réparti presque dans tout le Katanga, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, et ailleurs, Fungurome, il y avait plein de gens qui ont été vraiment, cette fois-ci, obligés de partir. Et moi qui vous parle ici, mon frère aîné, là, a dû partir à cette époque-là. Il est rentré au Kasaï. Et c'est pour cela qu'on s'organise ici, pour essayer d'abord d'informer les gens qu'il y a des choses atroces qui se produisent, qui se passent dans ce pays, que nous ne pouvons pas rester indifférents. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'était de dire, que peut-on faire pour qu'on n'oublie pas ça? Que ça puisse être rappelé, comme c'est le cas de tous les incidents, toutes les guerres, etc., qui se sont déroulées. Il y a des commémorations, on se rappelle l'événement, et comme ça, on sensibilise les autres pour dire faites attention, ça peut encore se reproduire. Alors, on avait aussi besoin que les personnes responsables de ça soient jugées et qu'ils soient obligés de réparer. Donc ça fait plusieurs axes qui étaient organisés pour qu'on puisse ne pas rester indifférent. Et là, nous sommes déjà dans les journées kassaïennes du souvenir, dans les JKS. C'est l'origine. Ouais, oui. l'origine. C'est l'origine. Oui. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, on fait comment? D'abord commémorer. Il faut que ce soit quelque chose qui est instauré comme une forme d'institution qui a ses activités propres. Qui va organiser ça? On a dit non, on va faire en sorte que ce soit l'ensemble d'associations qui se mettent là et qui l'organisent. Parce qu'on fait une seule association, quand elle n'est pas performante, tout s'arrête. Donc c'était chaque fois, on fait appel à toutes les associations actives qui puissent créer un comité organisateur pour chaque année. Certaines fédérations ont été créées, mais qui n'ont pas eu beaucoup d'avenir. Et en dernier lieu, c'était la Maison du Kasaï qui était chargée de faire ça, mais aussi vient de connaître des difficultés, ce qui fait que ça reste de nouveau au niveau des associations elles-mêmes qui se rassemblent pour que chaque année, le 15 août, on puisse se rappeler ces événements et puis rappeler les autres points importants au programme, c'est-à-dire la justice kassaïenne et surtout
la commémoration par une espèce de monument, un mémorial, pour que les gens qui sont quelque part là se rappellent. C'est très très difficile à expliquer, mais c'est nécessaire de ne pas essayer de faire la chasse aux sorciers. Aux sorciers. Parce que ça ne nous avance pas. Oui. Nous avons le devoir de faire en sorte qu'on puisse vivre tous en paix. Ce qui est important, c'est lutter contre l'oubli, mais pas se venger. Nous, on n'est pas là pour la vengeance. On sait qu'il y a parfois des gens qui ont agi parce qu'ils étaient induits en erreur par certains acteurs politiques. Il y en a beaucoup. Mais donc, monsieur tout le monde là, il ne faut pas l'accuser. C'est pas dire que tous les Katangais sont comme ça, non. Ça, c'est une généralisation qu'on ne peut pas admettre. Donc, nous essayons de faire en sorte que les gens qui ont compris le problème fassent en sorte qu'ils puissent lutter contre la non-reproduction de ça. D'accord? Donc, on s'associe, on dit que normalement chez nous, quand des événements aussi importants se déroulent entre deux peuples, entre deux villages, etc., on fait des pactes. Les pactes sont signés et qui engagent les uns et les autres à pouvoir vivre ensemble en respectant le principe, le contenu de ces pactes-là. Or, avec le Katanga, il n'y a pas eu de véritable réconciliation basée sur des pactes où des représentants importants du Katanga et du Kasaï se mettent ensemble, discutent et décident qu'à partir d'eux, comme nous avons mis ce qu'on fait en Tiluba, on va appeler Ndondo, et on n'a pas pu faire ça. Donc jusqu'à ce jour, ça veut dire que les cicatrices, les plaies ne se sont pas cicatrisées, les plaies restent ouvertes. Oui, les plaies sont toujours là. Oui. Parce que là-bas, on le sent, hein, moins de rien, on le rouvre. Oui. On dit, ouais, ils mangent des chiens, ils font ceci. Donc ce sont des choses qui sont un peu répétitives. Et alors, pour pouvoir mettre fin, c'est comme même nous, au Kasaï, les Luluas, les Baluba, mais ils ont fait des Ndondo, ils se sont réunis et ils ont signé des pactes qui font que celui qui ne respecte pas, c'est quelqu'un qui est coupable. Nous cheminons malheureusement vers la fin de cet entretien. Malheureusement, parce que oui. Il y a énormément de choses à dire qui sont très intéressantes. Mais pour conclure, quel serait votre mot de la fin? Donc, avoir l'idée de pouvoir faire parler des personnes qui peuvent aussi apporter leur petite expérience, pouvoir servir à ceux qui sont derrière nous, même à ceux qui vont venir. C'est une très bonne initiative. Et je pense qu'on aurait dû commencer à le faire même depuis plus tôt. À notre bidoyeur. Merci. C'est une félicitation, merci et félicitations, parce que ouvrir comme ça la parole, permettre ceux qui doivent exprimer, s'expriment, ceux qui doivent entendre, l'entendre, c'est un positionnement très, très, très important par rapport à notre communauté, par rapport à notre société et surtout par rapport à ceux qui vivent aussi loin de chez eux. Ils doivent sentir que nous sommes entre nous, nous pouvons échanger et puis surtout apprendre des uns et des autres. Pas seulement de ce que vous appelez les bibliothèques, mais les jeunes aussi. Ils ont des choses à exprimer et nous, on a besoin d'apprendre ce qu'eux, ils ont. Comme ça, nous pouvons mettre tout ça ensemble et faire un paquet enrichissant.